Alors, bonjour encore ce matin. Je suis Mohamed Kassi Kamara, je suis activiste des droits de l'homme. Et je vais aujourd'hui profiter encore vous donner un module sur l'initiation aux questions de droits de l'homme. Vous savez bien que les droits de l'homme constituent un concept ancien, mais très nouveau et récurrent. C'est pourquoi il est question de le prendre en deux sens. D'abord, pour des nouveaux, il faut juste les initier sur le concept des droits de l'homme. Mais pour ceux qui sont un peu restés dedans et qui sont devenus activistes des questions de droits de l'homme, que ce soit dans le cadre de la promotion ou de la défense ou de la dénonciation des cas de violation des droits de l'homme, ils vont un peu plus loin qu'on appelle des moniteurs des questions de droits de l'homme. Et le cours que nous allons voir maintenant là est destiné aux personnes qui vont prendre une première initiation aux questions de droits de l'homme. Et ce concept, il est vaste. Mais comme nous parlons ici des questions de droits de l'homme en lien avec la jeunesse, il faut d'abord savoir c'est quoi un jeune. Le jeune a beaucoup de définitions. Et ces définitions peuvent varier selon les circonstances, selon les états, selon plusieurs facteurs. Mais le plus important pour nous, on dit que le jeune désigne celui qui est peu avancé en âge. C'est-à-dire une personne qui n'est pas encore à l'âge mûr, qui n'a pas atteint encore la maturité. Et c'est ainsi qu'on dit, ces significations, on l'a dit au départ, varient selon les contextes. Mais généralement, le jeune désigne une personne qui est à un stade précoce de sa vie, caractérisé par une certaine maturité physique et mentale. Il est souvent utilisé pour désigner une personne qui a moins de 30 ans environ, selon un peu certains concepts, parce que quand on voit le système des Nations Unies, l'OMS le définit par autre manière. Par exemple, la Charte africaine de la jeunesse le définit à moins de 35 ans. Aussi, la Constitution guinéenne aussi définit la jeunesse guinéenne. Mais bien que cette définition puisse varier selon les cultures et les pays, le concept de jeune est à la fois un passage, mais aussi un âge, qui signifie que c'est une période de transition entre la dépendance, l'indépendance et l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cette tranche d'âge qui existe entre l'adolescence et l'âge adulte. Maintenant qu'on a un peu compris c'est quoi un jeune, les caractéristiques de la jeunesse sont là, elles sont nombreuses, on va essayer de le lier au droit. Et en principe, le droit, il est l'ensemble des dispositions interprétatives et directives qui, à un moment donné, et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes privées et publiques entretiennent entre elles. Ça veut dire que, si nous remontons un peu les choses, le droit peut avoir deux sens. Le droit, il peut être considéré comme ce qui est consacré à l'être humain en tant que droit devoir, ce qui doit être fait, mais aussi il peut être considéré comme une grande discipline des sciences juridiques qui peuvent aussi être subdivisées en plusieurs sortes de droits. On peut parler du droit civil, on peut parler du droit économique, on peut parler du droit judiciaire, on peut parler du droit constitutionnel, le droit des affaires, le droit des obligations. Mais revenons un peu sur le concept le plus important qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le droit de l'homme. Il y a plusieurs définitions, mais celle qui est retenue, c'est que les droits de l'homme, qui peuvent être aussi appelés droits de la personne ou des droits humains, sont un concept qui est à la fois philosophique, juridique et politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels qui sont inaliénables, quel que soit le droit positif, c'est-à-dire quel que soit le droit en vigueur dans un pays.
ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion. Ça veut dire que la notion de droit de l'homme ne tient pas compte de l'ethnie, de la nationalité, de la religion, même de la couleur de la peau qu'on appelle race. Et parler des caractéristiques des droits de l'homme, nous pouvons retenir 3 grandes caractéristiques des droits de l'homme. On dira que les droits de l'homme, aussi appelés les droits humains, sont inaliénables. Oui, inviolables, mais aussi imprescriptibles. Inaliénables parce que ce sont des droits qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas retirer à un individu en tant que personne. Ils sont inviolables parce qu'on ne doit pas les violer, on ne doit pas les transcender. Même si, entre guillemets, nous savions bien qu'il y a des États voyous qui, à longueur du temps, violent un peu le droit des citoyens. Parce que l'État, quand même, étant le dépositaire de la violation des droits de l'homme. Quand je parle de l'État, je parle dans sa globalité. L'État un peu central et l'État aussi est responsable de ces différents préposés, c'est-à-dire des personnes qui exercent un peu au nom et au compte de l'État. Ils sont donc des droits absolus, c'est ce qu'on appelle droits de l'homme. Ils ne peuvent être ni achetés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver au marché, dans un centre commercial, dans un supermarché, ou dans un grand marché de bourse, mais aussi, ils ne peuvent pas être octroyés, c'est qu'on ne peut pas les donner. On ne peut ni aussi les léguer en héritage. C'est ainsi qu'on parle que les droits de l'homme sont indivisibles, mais aussi interdépendants. Ils sont indivisibles dans la mesure que l'accomplissement d'un droit, par exemple à la vie, peut occasionner l'accomplissement d'autres droits. Donc, c'est des droits qui sont collés. On ne peut pas préférer un droit à un autre. Ils sont indissociables, indivisibles. Mais ils sont interdépendants parce que tout simplement, l'homme naît a droit à la vie. Mais lorsqu'on vit, on a droit à la santé, on a droit à la nourriture, on a droit à l'accoutrement vestimentaire. Donc, ce sont des droits interdépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouir pleinement d'un droit sans pouvoir exercer les autres droits. Il n'y a pas de demi-mesure. En matière de droits de l'homme, on ne peut pas dire qu'on accepte tel comme droit de l'homme, mais on refuse tel autre. Donc, ce n'est pas possible. Mais si nous revenons un peu pour comprendre l'histoire de cette notion des droits de l'homme et du citoyen, nous allons savoir, comme on dit que ce sont des droits innés à la nature humaine, c'est qu'on les a parce qu'on est une personne physique, on est un humain. Donc cette notion, en ce moment, résulte d'une construction historique et qui pourrait se caractériser en 3 étapes. Ce concept de droit de l'homme s'est cristallisé chez les philosophes dès le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais c'est incarné avec force dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est la première déclaration où des États se sont retrouvés. Ils ont mis en place un certain nombre de droits pour que ces droits-là soient reconnus comme des droits de l'homme et qu'on a fait une déclaration en août 1789. Mais cependant, la notion même est plus ancienne et d'autres textes bien antérieurs que celle de 1789 l'évoquent déjà. Et parmi ces textes, nous avions les plus anciens qu'on peut citer. Le dialogue qui a eu lieu au temps de Moïse. On parle de Moïse.
pour les musulmans, c'est du Moussa. Il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme ou les droits humains trouvent leurs racines d'une part dans la philosophie grecque antique, qui ne voulait rien dire que l'égalité de toutes les personnes. C'est l'idée d'un droit naturel appartenant à chaque homme. Et d'autre part, dans la perpétuation de cette tradition de droit naturel par différentes religions. Le concept de base des droits de l'homme repose sur les hypothèses suivantes. Ça veut dire que les droits de l'homme ne sont attribués par l'État. Ce n'est pas une institution républicaine, ce n'est pas un État ni un gouvernement qui vous l'attribue. En revanche, l'État est seulement chargé de les protéger. Deuxième hypothèse, c'est que chaque être humain est digne des droits de l'homme. Dès que les droits de l'homme ne constituent pas une paternalité d'une personne, ce n'est pas une propriété physique, une propriété morale ou intellectuelle d'un individu. Parce que tu l'as, parce que tu es simplement un humain. Ainsi, parler de l'histoire ou de l'historique des droits de l'homme, nous allons s'aventurer un peu pour essayer de comprendre aussi les différentes catégories des droits de l'homme. Et à ce niveau, il faut admettre que nous y avions trois catégories principales de droits de l'homme, mais qui sont définies en fonction de l'évolution des revendications sociales. Qu'est-ce à dire? Comme c'est quelque chose qu'on ne vous l'octroie pas, qu'on ne vous lègue pas en héritage, et que les États sont seulement chargés de le protéger, ça veut dire que parmi ces catégories, il faut tenir compte de la découverte de ces différents droits au fur et à mesure qu'il y a eu de l'évolution au niveau des revendications sociales. Et c'est pourquoi ces catégories ont été subdivisées en trois générations. On parle de génération, vous allez comprendre avec nous que on dit c'est l'évolution des revendications sociales, ça veut dire que c'est inscrit dans le temps. Donc c'est pourquoi on parle des droits de la première génération. Ensuite, les droits de la deuxième génération. Ensuite, les droits de la troisième génération. Les droits de la première génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les droits qu'on appelle aussi les droits civils et politiques. Ils sont également appelés dans certains horizons liberté et droits fondamentaux. Et si on peut citer quelques exemples, nous avons par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de circulation, de manifestation, d'association, mais aussi d'attroupement. Ce sont les droits de la première génération. Parce que si vous constatez bien tous les éléments qui existent dedans, l'être humain, l'homme avec grand H, s'est toujours battu pour ces choses-là depuis l'Antiquité. La deuxième génération de droits qu'on appelle les droits de la deuxième génération, ils sont appelés les droits économiques, sociaux et culturels. C'est-à-dire, voilà le caractère interdépendant des droits. On ne les subdivise pas. Donc, ça veut dire que ces droits de l'homme sont indivisibles. Lorsqu'on a pris des droits civils et politiques en première génération, on vient enchaîner les droits de la deuxième génération, qui sont appelés droits économiques, sociaux et culturels, qui sont également appelés droits sociaux, de façon générale. Et à ce niveau, nous avons par exemple le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aussi au travail.
Pour la troisième génération de droits, qui constitue la troisième catégorie des droits de l'homme, nous avons les droits collectifs. D'où leur nom collectif, parce que également appelés les droits de solidarité, parce que souvent ce sont ces droits qui expriment des besoins plus collectifs qu'individuels. C'est-à-dire, c'est des besoins ressentis par un ensemble de personnes, un groupe de personnes, qui ne sont pas des droits individuels. Et un exemple, nous pouvons citer le droit à la paix. On le dit souvent. Nous avons tous droit à la paix. Nous avons également droit au développement. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit, en tant que peuple, de disposer de nous-mêmes. Mais aussi, nous avons droit à la sécurité. Voilà, en gros, les trois catégories des droits de l'homme. Mais à côté de ces catégories de droits de l'homme, qui sont aussi appelés les droits générationnels, nous avons, en fonction de certaines particularités, des catégories de droits spécifiques qui ont été proclamées au niveau universel et souvent adoptés au niveau local et régional. Et c'est ces droits-là que nous avons finalement appelés les droits spécifiques ou les droits catégoriels. Donc, on disait qu'on a parlé des catégories de droits qui étaient d'abord de la première génération, de la deuxième et de la troisième génération. Ainsi, à côté de ces droits, nous avons pensé aussi à certains droits spécifiques que certains appellent des droits particuliers, tels que la Convention sur les droits de l'enfant. Ce sont des droits spécifiques à une certaine catégorie de personnes qu'on appelle la CDE. Le droit des réfugiés en termes de guerre, de conflit ou de catastrophes naturelles. Les réfugiés, des personnes qui quittent un territoire A parce qu'ils sont menacés, quelle qu'en soit la raison, et se retrouvant dans un territoire B, ils ont aussi des droits. Donc, c'est des particularités. Le droit des personnes handicapées ou des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, dans le jargon des systèmes des Nations Unies, on préfère même les appeler les personnes à mobilité réduite. C'est des gens qui ont aussi des droits. C'est pourquoi vous allez constater que je ne parle pas des établissements privés, mais normalement au niveau de tous les départements ministériels, au niveau de tous les grands immeubles de l'État, où vraiment l'État est présent, on devrait mettre des mécanismes qui permettent à ces handicapés aussi de vivre là et d'y travailler. C'est pourquoi dans les grands pays, nous voyons qu'il y a des escaliers, il y a des ascenseurs, mais il y a aussi un passage pour des personnes à mobilité réduite. Et aussi, nous avons le droit international humanitaire (DH), qui est souvent utilisé en temps de guerre. Et voilà, en quelque sorte, pour une initiation aux questions de droits de l'homme, ce que globalement, nous pouvons donner dans ce premier module, consacré d'abord à la compréhension, à la définition du concept des droits de l'homme lié à la jeunesse, mais aussi à ses caractéristiques. Et enfin, on a parlé de son historique et des catégories de ses droits. Je vous remercie.